Ville ou campagne ou survivre en temps de crise. Imaginez un monde où tout bascule. Plus d'électricité, plus d'eau courante et où la sécurité devient un luxe. Dans cette vidéo, je vais vous partager des leçons vécues dans un pays en crise, où la survie quotidienne n'est plus une théorie, mais une réalité. Que vous viviez en ville ou à la campagne, ce que je vais vous révéler pourrait bien faire la différence. Restez avec moi jusqu'à la fin, car chaque détail compte pour se préparer à l'impensable. Contexte. En 2001, l'Argentine tombe dans une sérieuse crise économique. Le pays sombre dans la pauvreté, la débrouille et la violence. À l'époque, Fernando Aguirre raconte son quotidien sur un forum sous le pseudonyme de Ferfal. L'effondrement que beaucoup redoutent, lui et sa famille l'ont vécu. Son témoignage est exceptionnel. C'est une mine d'or sur la réalité non fantasmée d'un effondrement. Un effondrement se déroule-t-il toujours de la même manière? Absolument pas. Y aura-t-il des similitudes notables? Assurément. Devons-nous tirer des leçons des expériences passées pour éviter de reproduire les mêmes erreurs? Indéniablement. Voici son témoignage avec cette première partie. 1. Réflexion sur la survie urbaine par Ferfal. Mon frère, qui vit en Espagne depuis plusieurs années, est tombé malade dès sa première semaine en Argentine. Une forte grippe malgré un climat doux et une bonne hygiène de vie. La cause, les nouveaux virus qui circulent ici, issus de la pauvreté et de la famine. Même avec de la nourriture, un abri et une assurance maladie, on finit par tomber malade. Et lorsqu'on est malade, on devient aussi un vecteur d'infection pour les autres, souvent encore plus démunis. 2. Mon rétex. Retour d'expérience. Ce texte m'a été inspiré par ce que j'ai vu se produire et par mes publications faites plusieurs mois avant que les nouveaux virus ne commencent à se répandre. À cette époque, les médias ne parlaient même pas d'urgence sanitaire. Cela montre combien échanger, réfléchir et partager des idées avec des personnes sensées peut aider à anticiper et à se préparer à temps. J'ai alors réfléchi à plusieurs solutions issues de ce que j'ai appris, soit via le forum, soit à la dure, après des années dans un pays ruiné qui cherche à se relever d'un désastre économique. J'espère transmettre les idées principales et les concepts pour vous donner une image plus claire de ce à quoi vous pourriez faire face si l'économie venait à s'effondrer dans votre pays. Voici ce que j'ai à partager. 3. Urbain ou citadin. Ville ou campagne. Un jour, on m'a demandé si ceux qui vivent à la campagne allaient mieux que les citadins. Comme toujours, il n'y a pas de réponse simple. J'aimerais dire campagne bonne, ville mauvaise, mais ce serait trop réducteur, surtout lorsqu'on parle de sécurité. C'est vrai, ceux qui vivaient à la campagne avec des terres et des animaux étaient mieux préparés sur le plan alimentaire. Pas besoin d'avoir de grandes cultures. Quelques arbres fruitiers, des poules, des lapins, une vache et un petit potager suffisent à offrir un réel avantage par rapport à la ville. Les poules, œufs et lapins fournissent des protéines. Une vache donne du lait pour faire du fromage. Fruits et légumes apportent des végétaux essentiels. Et en plus, on peut troquer des œufs ou un lapin contre de la farine, du sucre ou du sel. 4. Pas de règle absolue. Bien sûr, il y a des exceptions. Dans certaines provinces du Nord, où le climat est désertique et où il ne pleut presque jamais, vivre de la terre est quasiment impossible. Les animaux y dépendent d'une nourriture et d'une eau que vous devez acheter. Ces habitants ont eu une vie extrêmement difficile, et il n'est pas étonnant que ces régions aient été parmi les plus touchées du pays. En ville, les gens ont dû s'adapter. Avec une hausse des prix alimentaires de 200 à 300%, beaucoup ont drastiquement réduit leurs dépenses pour simplement se nourrir. Certains ont chassé des oiseaux ou mangé des chiens et chats errants, tandis que d'autres ont souffert de la faim. Dans une crise, les villes deviennent particulièrement dangereuses sur le plan alimentaire. Le manque de nourriture ou l'incapacité de s'en procurer entraîne souvent émeutes et pillages. 5. Les pseudo-commandos. Quand il s'agit de sécurité, les choses deviennent bien plus complexes. Oubliez l'idée de tirer sur quelqu'un qui vole votre jambon à 100 mètres. Et laissez de côté les fantasmes des commandos de salon ou des adolescents se prenant pour des experts sur Internet. Quelques faits. Ceux qui veulent vous agresser ou vous voler n'arrivent pas avec un drapeau de pirate sur la tête.
Ils ne vous tirent pas dessus à 200 mètres. Ils ne débarquent pas en grosse moto, habillés en orange comme des prisonniers évadés, pour être repérables facilement. La réalité? Ils ont souvent l'air de gens ordinaires, parfois même mieux habillés que vous. Si j'avais $1 à chaque fois qu'une victime m'a dit « ils avaient l'air normaux », je pourrais m'acheter un beau pistolet. Un homme avec une femme et des enfants ne peut pas tout surveiller en permanence. Peu importe que vous soyez un SEAL, un SWAT ou John Rambo, aucun sixième sens ne vous alertera lorsqu'un agresseur pointera une arme sur vous pendant que vous réparez une pompe ou portez un sac lourd. 6. La campagne n'est pas plus sûre. Les chiens restent la meilleure alarme dans une ferme, mais même eux ne sont pas invincibles. Un ami a perdu ses 4 chiens en une nuit, tous empoisonnés par des criminels. Avec le temps, j'ai compris que si la campagne protège mieux des petits larcins, elle expose davantage au cambriolage violent. Les criminels savent que leurs victimes sont isolées, ce qui renforce leur sentiment d'impunité. Quand ils attaquent une maison ou une ferme, ils ne se contentent pas de voler. Ils peuvent rester des heures, voire des jours, à torturer les propriétaires. J'ai entendu des récits atroces, femmes et enfants violés, personnes attachées et torturées à l'électricité, passage à tabac, brûlure au fer à souder. 7. Alors où aller? Un jour, on m'a demandé « Où devrais-je aller en cas de rupture de la normalité ?» La réponse n'est pas simple. La jungle est dangereuse, et vivre isolé, en ne comptant que sur soi-même, est extrêmement difficile. La meilleure option est de s'éloigner des grandes villes tout en faisant partie d'un groupe. Cela peut être une petite agglomération ou une communauté autonome avec des proches ou des amis partageant les mêmes valeurs. Certains diront que vivre près de voisins limite leur liberté et leur vie privée, mais c'est le prix à payer pour avoir du soutien en cas de besoin. Quant à ceux qui pensent pouvoir tout gérer seuls, avec un fusil à portée de main, un kit de secours et des jumelles pour surveiller l'horizon, il est peut-être temps de revenir à la réalité. 8. Les services publics. Peu importe le scénario, les services publics finiront par souffrir ou disparaître complètement. Il faut anticiper. Analyser les scénarios possibles, qu'ils soient probables ou même peu envisageables. Qu'est-ce qui est le plus probable dans votre cas? Une tornade, une panne d'électricité prolongée, une attaque terroriste? Ce qui semblait invraisemblable autrefois est désormais une possibilité. Réfléchissez aux conséquences. Par exemple, si l'électricité s'arrête, comment conserverez-vous la viande de votre congélateur? La sécher? En faire des conserves? Avez-vous les outils et les connaissances pour ça? Préparez-vous en amont. Imprimez les informations essentielles, comme des guides pratiques. Sans énergie, vos fichiers numériques deviendront inutilisables. 9. L'eau, une priorité absolue. Personne ne peut survivre longtemps sans eau. En milieu urbain, elle peut rapidement devenir rare ou de mauvaise qualité. Un filtre à eau est alors indispensable. Mais si l'eau du robinet venait à disparaître, dans une grande ville, les bouteilles d'eau s'arrachent en quelques heures. Si vous le pouvez, construisez un puits. Cela doit être une priorité, avant même les armes ou la nourriture. Stockez autant d'eau que possible dans des bouteilles en plastique ou des récipients alimentaires. Protégez vos réserves de l'exposition directe au soleil en les plaçant dans un endroit frais et sombre. Même si l'eau prend un léger goût de plastique avec le temps, elle restera consommable et bien meilleure que rien. 10. Le réseau d'eau en cas de rupture. Lorsque la normalité s'effondre, le réseau d'eau est souvent l'un des premiers touchés. Pendant la crise économique que j'ai vécue, la compagnie des eaux a réduit la maintenance et compromis la qualité pour économiser. Les citoyens en ont payé le prix fort. Si vous avez encore accès à l'eau courante, équipez-vous d'un filtre de qualité et d'une pompe manuelle. Pensez aussi à stocker de l'eau pour plusieurs semaines, en comptant environ 4 litres par personne et par jour. 11. Énergie. Vivre sans électricité. J'ai vécu plusieurs coupures d'électricité et croyez-moi, cela devient un défi après quelques heures. Après la crise de 2001, la moitié de l'Argentine a été plongée dans le noir pendant 3 jours. Buenos Aires ressemblait à une tombe géante. Les conséquences ont été nombreuses. Des gens coincés dans des ascenseurs,
des aliments pourrissant dans les réfrigérateurs et des hôpitaux à court de carburant pour leurs générateurs. Sans électricité, les journées raccourcissent brutalement. Une fois la nuit tombée, il n'y a pas grand-chose à faire. Lire à la bougie ou à la lampe torche devient vite fatigant. Et dans l'obscurité, la criminalité explose. Si vous devez sortir, une lampe dans une main et une arme dans l'autre deviennent indispensables. 12. Les outils pour l'éclairage. Ayez plusieurs lampes frontales à LED. Bon marché et incroyablement pratiques, elles permettent de garder les mains libres pour les tâches courantes. Une lampe puissante, comme une Surefire ou équivalent, est idéale pour surveiller votre propriété. Stockez des piles rechargeables et standardisez autant que possible les formats AA ou AAA. Investissez également dans un chargeur solaire ou manuel pour assurer votre autonomie. 13. Le gaz, une ressource critique. Le gaz peut devenir rare ou de mauvaise qualité. Si vous le pouvez, prévoyez un four électrique en complément de vos appareils au gaz. Un réchaud de camping et quelques bouteilles de gaz peuvent dépanner en urgence. Mais ces solutions ont leurs limites. Une fois vos réserves épuisées, vous serez démunis si les magasins restent vides. 14. Une mentalité différente. Quand la normalité s'effondre, l'argent n'est plus une simple monnaie d'échange. Il devient un outil crucial pour obtenir des biens essentiels. Nourriture, médicaments, gaz ou eau potable. Apprenez à éliminer les dépenses inutiles pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Dans un monde où les ressources se raréfient, c'est cette mentalité qui fera toute la différence. 15. Un meilleur investissement. Nous réfléchissions à un usage plus pratique de cette somme, cet argent que ce gars jetait par la fenêtre. Une fois le SHTF, l'argent perd sa valeur traditionnelle. Il devient un moyen d'acquérir des biens essentiels, nourriture, médicaments, gaz ou une mutuelle santé privée. Dépenser $500 en produits de beauté, et pire pour un homme, me semble absurde. Avec une telle mentalité, cette personne ne tiendrait pas une semaine sans sa carte de crédit, inutile dans un scénario de crise. Et cet homme serait instructeur de tir, probablement du genre à dire qu'un pistolet ne sert qu'à se frayer un chemin jusqu'à son fusil. 16. Anticiper les besoins futurs. Quand des choses que vous considérez comme acquises, comme la nourriture ou les médicaments, deviennent rares, vos priorités changent immédiatement. Un exemple personnel. L'année dernière, on m'a retiré les dents de sagesse. On m'a prescrit des antibiotiques et de l'ibuprofène pour la douleur. J'ai pris les antibiotiques comme prévu, mais j'ai acheté une deuxième boîte pour ma réserve. Quant à l'ibuprofène, je ne l'ai pas utilisé et l'ai ajouté à mon stock de médicaments. Pourquoi ? Parce que les médicaments ne sont pas toujours disponibles et rien ne garantit qu'ils le seront à l'avenir. Oui, j'ai souffert, mais la douleur ne tue pas. J'ai serré les dents. C'était un bon exercice pour se forger le caractère. Faire des sacrifices maintenant pour un futur meilleur, c'est cette mentalité qu'il faut adopter pour être prêt. 17. Le sens des priorités. Certaines choses sympas à posséder doivent être sacrifiées pour se concentrer sur les indispensables. Mais il existe aussi des éléments non essentiels qui jouent un rôle clé dans le moral et le bien-être. Par exemple, ma femme va chez le coiffeur 1 ou 2 fois par mois. Ce n'est pas vital, mais cela l'aide à se sentir mieux et booste son moral. De mon côté, j'achète parfois un jeu vidéo ou un film que nous regardons ensemble. Ces petites dépenses, autour de 7 à 10 $, ne déséquilibrent pas notre budget et nous offrent des moments de détente essentiels. 18. Les addictions en temps de crise. Les addictions comme l'alcool, les drogues ou la cigarette sont à éviter pour un survivaliste. Elles nuisent à la santé, coûtent cher et créent une dépendance à des produits qui pourraient disparaître en cas de crise. Imaginez votre frustration si, après la SHTF, votre marque de cigarette préférée n'est plus disponible. Qui devra subir votre mauvais caractère ? Mieux vaut s'en débarrasser maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Conclusion de la partie 1. Ce que vous venez d'entendre n'est pas de la théorie, mais le fruit d'expériences vécues dans des situations où tout semblait perdu. Que vous viviez en ville ou à la campagne, la clé reste la même. Anticipation, préparation et priorisation. Posez-vous les bonnes questions dès maintenant.
Êtes-vous prêt à affronter une rupture de la normalité? Si ce n'est pas le cas, il est temps de commencer dès aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce podcast. À très bientôt pour la suite du Retex de Fairfile avec les 6 autres parties. Et n'oubliez pas, restez vigilants, toujours sereins et surtout, soyez proactifs.